Des glaçons qui fondent dans un verre, de l'eau qui se met à bouillir, on observe la matière changer d'état absolument tous les jours. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière, d'un point de vue physique? Aujourd'hui, on plonge au cœur des équations qui décrivent ces transitions et on va même faire des exercices concrets pour que tout devienne limpide. Ce diagramme de l'eau, on l'a tous vu au moins une fois. Solide, liquide, gaz. Ça a l'air simple comme ça, mais le vrai mystère, ce sont ces lignes de séparation entre les phases. Comment est-ce qu'on peut les décrire avec des mathématiques? Comment prédire, par exemple, à quelle température l'eau se met à bouillir au sommet de l'Everest, là où la pression n'est pas la même? Eh bien, c'est précisément ce que la thermodynamique nous permet de calculer. Alors, voici le programme. On va d'abord poser les bases. Qu'est-ce qu'un équilibre de phase? Ensuite, on va découvrir la fameuse formule de Clapeyron, qui est vraiment notre outil central. On l'appliquera tout de suite avec un exercice sur la fusion du naphtalène. Après ça, on verra une version simplifiée, Clausius-Clapeyron, qu'on utilisera pour un deuxième défi, trouver le point triple du dioxyde de soufre. Et on terminera, bien sûr, avec un résumé des points essentiels à retenir. C'est parti! Allez, première section, l'équilibre de phase. Avant de parler de changement d'état, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce que ça veut dire pour deux phases d'être en équilibre. En thermodynamique, une phase, c'est en fait très simple. C'est une partie de la matière où tout est pareil partout. La même densité, la même composition, bref, c'est homogène. L'eau liquide dans un verre, c'est une phase. Les glaçons qui flottent dedans, même s'ils sont aussi faits de H2O, forment une autre phase, la phase solide. Et la vapeur d'eau qu'on ne voit pas au-dessus, c'est encore une troisième phase. C'est la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Alors, pour qu'un glaçon flotte dans l'eau sans fondre, mais sans grossir non plus, il faut que trois conditions parfaites soient réunies. D'abord, l'équilibre thermique. La température doit être la même dans la glace et dans l'eau. Ensuite, l'équilibre mécanique. La pression doit être la même. Et enfin, le plus subtil, l'équilibre chimique. On peut imaginer le potentiel chimique comme une sorte d'envie pour les molécules de s'échapper d'une phase. Quand ce potentiel est identique dans la glace et dans l'eau, aucune molécule n'a plus envie de passer d'un côté que de l'autre. Le système est parfaitement stable. Deuxième section, la formule de Clapeyron. Maintenant qu'on a défini l'équilibre, comment est-ce qu'on le met en équation? C'est là qu'intervient le véritable moteur mathématique des changements de phase. Le raisonnement de départ est assez astucieux. On sait que le long de la ligne qui sépare deux phases, le potentiel chimique est parfaitement égal. En se basant là-dessus, on peut utiliser des outils mathématiques pour voir comment la pression doit varier quand la température varie, si on veut absolument rester sur cette ligne d'équilibre. Et de ce calcul découle une relation super puissante. Et cette relation, la voilà. C'est l'équation Clapeyron. Le terme à gauche, dp sur dt, c'est tout simplement la pente de notre courbe de transition sur le diagramme. Ça nous dit comment la pression de changement d'état évolue avec la température. Et cette pente dépend de deux choses très concrètes. Delta H, la chaleur latente, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut fournir pour le changement d'état, et delta V, la variation de volume qui a lieu en même temps. C'est vraiment l'équation maîtresse de tout ce domaine. Troisième section, la fusion du naphtalène. Bon, la théorie c'est bien beau, mais rien ne vaut la pratique. Mettons les mains dans le cambouis avec un premier exercice concret. Voilà le problème. On a du naphtalène, et on connaît l'énergie nécessaire pour le faire fondre. La question est très pratique. Si on augmente la pression de juste une atmosphère, de combien va varier sa température de fusion? Autrement dit, est-ce qu'il va fondre plus facilement ou plus difficilement sous pression? L'équation de Clapeyron va nous donner la réponse. Pour résoudre ça, on nous donne ces informations. La chaleur de fusion, qui correspond à notre delta H, la température de référence et surtout les densités du naphtalène solide et liquide. C'est à partir de ces deux densités qu'on va pouvoir calculer le delta V, la fameuse variation de volume, qui est un des ingrédients clés de notre formule. La méthode est très logique. En premier, on calcule le volume de chaque phase en prenant l'inverse de la densité, ce qui nous donne le delta V. Deuxième étape, on prend la formule de Clapeyron et on la réarrange un peu pour isoler ce qu'on cherche, c'est-à-dire dt, la variation de température. Et enfin, troisième étape, on remplace tout par les chiffres, on fait bien attention aux unités et on calcule le résultat final. Quatrième section, l'approximation de Clausius-Clapeyron. La formule de Clapeyron est universelle, mais parfois on peut se simplifier la vie. Voyons une approximation vraiment très courante et très utile. En fait, la différence est assez simple à comprendre. À gauche, Clapeyron, la version générale, elle marche tout le temps, mais elle nous oblige à connaître le changement de volume. Pour les transitions qui font intervenir un gaz, comme quand un liquide bout ou un solide se sublime, on peut faire deux approximations. On part du principe que le volume du gaz est bien plus grand que celui du liquide ou du solide et qu'il se comporte comme un gaz parfait. L'énorme avantage, plus besoin de connaître le delta V, et ça simplifie vraiment les calculs. Cinquième section, le point triple du SO2. On a un nouvel outil, alors mettons-le au travail tout de suite pour aller dénicher un point très, très spécial sur le diagramme de phase du dioxyde de soufre.
L'objectif ici est de calculer les coordonnées précises, c'est-à-dire la température et la pression, du point triple du SO2. C'est le seul et unique point où les trois états de la matière, solide, liquide et gaz, peuvent exister ensemble en parfait équilibre. Pour y arriver, on nous donne ces deux équations qui sont basées sur des mesures expérimentales. Ce sont en fait des formes intégrées de l'équation de Clausius-Clapeyron. La première nous donne la pression de vapeur au-dessus du solide, c'est la courbe de sublimation. Et la seconde nous donne la pression de vapeur au-dessus du liquide, c'est la courbe de vaporisation. Et là, il y a un point de logique qui est absolument crucial. Par définition, au point triple, les trois phases coexistent. Ça veut donc dire que la pression de la vapeur est en équilibre à la fois avec le solide et avec le liquide. Autrement dit, les deux pressions de vapeur sont forcément identiques. D'un point de vue graphique, le point triple, c'est simplement le point d'intersection de nos deux courbes. À partir de là, la résolution devient un simple jeu d'algèbre. Puisque les pressions sont égales, leurs logarithmes le sont aussi. On peut donc poser que le membre de droite de la première équation est égal au membre de droite de la seconde. Et on se retrouve avec une seule équation qui n'a qu'une seule inconnue. T, la température du point triple. Après avoir réarrangé un peu les termes et résolu l'équation pour T, on trouve une température d'environ 196 Kelvin. Une fois qu'on a cette température, il suffit de la réinjecter dans n'importe laquelle des deux équations de départ pour trouver la pression qui correspond. Et voilà, on a localisé notre point triple avec précision. Dernière section, les points essentiels. Faisons une petite synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Voilà les 4 idées principales à garder en tête. 1. L'équilibre de phase, c'est une triple égalité. Même température, même pression, même potentiel chimique. 2. La formule de Clapeyron. C'est l'outil universel qui décrit mathématiquement ces équilibres. 3. Clausius-Clapeyron, c'est sa version simplifiée, très pratique pour les gaz. Et 4. Le point triple, c'est tout simplement l'intersection de ces courbes d'équilibre. En fait, le plus important à comprendre, c'est que ces équations, ce sont les règles du jeu qui nous permettent de dessiner et de comprendre ces cartes de la matière, que sont les diagrammes de phase. On a donc cartographié les frontières bien nettes entre les différents états de la matière. Mais si on regarde bien un diagramme de phase, on voit que la ligne qui sépare le liquide et le gaz s'arrête net à un endroit qu'on appelle le point critique. Ça soulève une dernière question, un peu pour la route. Que se passe-t-il au-delà de ce point, dans ce domaine étrange où il n'y a plus vraiment de différence entre un liquide et un gaz? C'est le monde fascinant des fluides supercritiques, mais ça, c'est une autre histoire.